présenter? Bonjour Émilie, à nouveau. Je suis Dorothée Nicolas. J'ai découvert l'énéagramme aux États-Unis et j'ai été certifiée en 2015, mais ça fait plus de 10 ans que j'enseigne parce que j'ai commencé tout de suite dès la fin de mon premier stage, de ma première formation. Donc, je suis vraiment tombée un jour dans la marmite énéagramme et mon propos ce soir, c'est de vous raconter comment, parce que je pense que mon cheminement explique ce que j'ai trouvé dans l'énéagramme et comment l'énéagramme m'a aidée. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Donc, mais avant de commencer, je voudrais vraiment remercier Émilie parce que, enfin, je te l'ai déjà dit, mais ce que tu as accompli en si peu de temps, c'est vraiment remarquable. Enfin, je ne sais plus quand tu nous as contactés en premier, mais c'était il y a très peu de temps. Et voilà, donc je suis très impressionnée. Je pense que ce sera un bon exemple pour illustrer les qualités essentielles de l'être, donc celle qui correspond à ton type de personnalité, si on a le temps de le faire. Donc pour moi, c'est vraiment un privilège de participer à ce sommet parce que d'abord, c'est toujours enrichissant d'écouter les autres, d'une part, et puis d'y être. Donc, je participe aussi en tant qu'auditrice. Mais bon, partager ma voix, c'est pour moi important, forcément. Et l'énagramme est vraiment un sujet qui me passionne. Donc, voilà, je suis heureuse d'être là. Merci beaucoup, Émilie. Et puis, Merci en fait, Dorothée. ce qui Ce que tu m'a... ne dis pas, c'est que c'est toi qui as traduit le livre aussi, que tu. Oui, traduit, j'ai dirigé la traduction, je l'ai lancée, j'ai été comment dire, l'ouvrier de fond, mais nous étions en tout 3 personnes à le faire. C'est un collègue et ami, Thierry Grandjean, qui a lancé le mouvement sur ma forte recommandation et on est arrivé au bout. Donc, ça a été vraiment un long travail très difficile parce qu'on n'est pas traducteur ni les uns ni les autres, mais on y est arrivé. Donc ça aussi, c'est une belle aventure et c'est un cadeau de l'énéagramme. Mais pour moi, c'était capital parce que cette voie de l'énéagramme n'existait pas en France, à part, je pense qu'on n'est que 2 certifiés encore aujourd'hui de l'Énéagramme Institute, donc de l'approche de Don Rizzo et Russ Hudson. Et l'autre, mon collègue étant Gérard Battarel, mais lui, il est passé à d'autres activités. Enfin, il a continué vers d'autres travaux. Mais bon, donc on n'est pas beaucoup apporté cette voie. Et donc pour moi, traduire ce livre et qu'il soit enfin publié en France, c'était un must. Enfin, on ne pouvait pas faire sans. Sachant qu'il faut savoir qu'il est sorti aux États-Unis en 99 et que c'est un best-seller dans le monde entier, quoi. Il est traduit dans toutes les langues, donc c'était incompréhensible que ce ne soit pas accessible en C'est pour ça français. que je le souligne, parce qu'on manque cruellement de traduction de la littérature sur l'énéagramme en France. Mais par exemple, Claudio Naranjo n'est presque pas traduit, à part Caractère et Névrose, qui est Ouais. vraiment pas forcément digeste pour la vulgarisation. Et donc, voilà pourquoi je tenais à souligner ton œuvre dans cette transmission, parce que c'est Ouais. Et c'est là qu'on se important, rend c'est vrai, compte d'accéder à que la littérature. la barrière de la langue, c'est terrible parce que dans le champ de la connaissance, ça fait vraiment des barrières, quoi. Si vous ne parlez pas l'anglais, si vous ne lisez pas l'anglais pour l'énéagramme, c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de choses très riches qui nous viennent des États-Unis en anglais. Et donc, voilà, c'est vraiment dommage de se fermer. Alors, bon, voilà, plus il y aura de traduction, mieux ce sera. Et dans les 2 sens, d'ailleurs. Il faut que la richesse française s'exporte aussi. Mais bon, je crois qu'on a plus besoin d'importation dans l'autre sens. Voilà. Alors, eh bien, parle-nous de ta vision de l'énéagramme. Déjà, peut-être ce que ça t'a apporté au point de vue personnel. Comment tu. Oui, avant de commencer, j'ai encore un truc à dire, c'est que je suis vraiment heureuse de participer, notamment parce que le thème me plaît énormément. Enfin, la question des enjeux de l'énéagramme, bon, j'en dis 2 secondes, je sais qu'on va en parler pendant la table ronde, mais c'est une question très importante pour les gens qui aiment l'énéagramme et qui s'intéressent à l'énéagramme, forcément, parce que c'est vrai qu'on traverse une période un peu difficile où on est tous un peu chamboulés, quoi, et désorientés. Désorienté, c'est perdre son orient, c'est perdre son sens, c'est perdre sa direction. Donc l'énéagramme qui en plus devient très populaire et c'est vrai qu'il y a une offre infinie dans ce domaine, aussi bien dans l'énéagramme que dans d'autres outils, dans le champ du développement personnel, voire le champ spirituel. L'offre est infinie aujourd'hui, il faut le savoir. Et donc, je pense que c'est facile de se perdre.
D'où l'intérêt de ce sommet qui permet aux gens peut-être de trouver leur chemin parce qu'ils vont écouter les différentes propositions, les différentes offres. Et c'est vraiment important de savoir ce que l'on veut, ce que l'on cherche et de savoir ce qu'on va trouver avec l'énéagramme. Donc voilà, pour moi, l'enjeu de l'énéagramme, c'est vraiment une question importante. Et puis ma conviction vraiment, c'est qu'effectivement, l'énéagramme peut jouer un rôle fondamental. Hein, il peut vraiment apporter aux gens aujourd'hui une clé essentielle un peu dans cette déroute du sens. Donc vraiment une clé essentielle pour vivre. Mais j'ai envie de préciser quand même que ce que l'énéagramme peut nous apporter, ça dépend de deux choses essentiellement. Deux choses, c'est d'abord quelle est notre quête, qu'est-ce qu'on attend de l'énéagramme, et aussi comment c'est présenté, bien sûr. Comment c'est présenté. Attendez, j'ai plus accès à mes petites notes. Oui, donc ce que l'énéagramme va nous apporter, c'est effectivement ce qu'on cherche. On ne peut pas trouver ce qu'on ne cherche pas. Donc la clé de cette quête est importante. Et puis, donc moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est de vous parler effectivement de ma quête et comment l'énéagramme est venu répondre à cette quête de façon assez incroyable. C'était vraiment la réponse que je cherchais dans ma vie et ça a été vraiment un moment très important, un tournant important. C'est pour ça que j'enseigne l'énéagramme aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire, c'est que sur cette quête, c'est que toute petite, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été, enfin, pas intriguée, c'est pas le mot, mais habitée par la question, d'abord par l'émerveillement de la vie, tout simplement. Aussi, vraiment toute petite, je m'émerveillais de ce don de la vie qu'on a en nous. Et ça, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose d'acquis, enfin, que je devais prendre pour argent comptant ou quelque chose qui était comme une évidence, qui allait de soi. Et je me souviens le soir, en m'endormant dans ma chambre, je me posais la question. Donc, c'est pour ça que je m'en souviens précisément, c'est « et s'il n'y avait pas la vie ?» Qu'est-ce qu'on ferait? Enfin, voilà, pour moi, ça me donnait un vertige, cette question-là. Et donc, c'est quelque chose contempler le mystère de la vie, c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Et en face de ça, très jeune, j'ai vu la souffrance. J'ai été confrontée à la souffrance, voilà, la souffrance des hommes, tout simplement, la souffrance des gens autour de moi. Et bon, quand on est petit, on ne souffre pas encore, mais j'ai vu en fait ce paradoxe. Nous avons un don incroyable de la vie et en même temps, en face, je vois ces adultes qui sont censés être mes modèles autour de moi et je les vois dans cette souffrance, dans cette difficulté à profiter de ce don. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Enfin, depuis toujours, je me dis, il faut qu'on réconcilie, il faut qu'on trouve la clé. Il faut trouver la clé pour vivre cette vie qui est absolument, enfin, c'est inouï, c'est inimaginable, ce don de la vie. Et en même temps, et pour ça, il faut trouver la clé pour sortir de cette souffrance qui est au cœur de la condition humaine. Donc ça, c'était ma quête. Et trouver la clé pour sortir de ça, sachant que intimement, je savais que bon, trouver cette clé, c'est un peu un sens enfin, ça donne un sens à la vie, mais je savais que la vie n'avait pas de sens si on pouvait justement ne pas la trouver pendant cette vie. Donc voilà, voilà ma quête, le point de départ. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Mais j'ai grandi sans aucune formation religieuse, sans aucun. Et c'est une question que je pouvais évoquer avec personne, donc j'étais vraiment perdue. Là, pour le coup, jusqu'à mes 20 ans, j'étais perdue et j'étais juste devant ce paradoxe et qui me faisait énormément souffrir parce que je suis type 9 et moi, voir cette souffrance était une souffrance aussi. Et puis, petit à petit, j'ai accumulé mes propres boulets, donc, qui m'ont bien aussi comment dire, pesé. Hein, donc, je ne suis pas, comment dire, voilà, je suis rentrée dans le lot de la condition humaine et j'ai eu mes lots de souffrance aussi. Et je me souviens que dans mon errance, j'ai eu quand même une grande chance, c'est de partir en Inde
en troisième année de l'école de commerce où j'étais à Paris. J'avais vraiment besoin de prendre l'air et je suis partie en Inde pour changer d'air. Et là, pour la première fois, j'ai eu une piste dans ma quête qui m'a aiguillée. C'est un étudiant indien sur le campus. Il s'est dit, elle est française, elle va forcément à la messe. Donc, il m'a dit, je t'emmène à la messe dimanche. Alors, moi, je n'ai pas osé lui dire non, ce n'est pas vraiment mon truc, etc. Donc, je l'ai suivi. Et en fait, bon, évidemment, c'était un très beau moment, mais j'étais curieuse. Et peu de temps après, j'ai eu l'occasion d'avoir un très long entretien avec ce prêtre indien, prêtre catholique jésuite. Et pour la première fois, j'ai pu vider mon sac et dire cette quête qui m'habitait, cette souffrance que j'avais et cette incompréhension, comment on vit cette vie, quoi. Avec d'un côté, on a cette vie qui est belle, mais en même temps, on souffre. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il m'a dit clairement, bon, ça a été long et un peu douloureux d'ouvrir mon cœur, mais il m'a dit cette phrase incroyable. Il m'a dit, Dorothée, tu cherches Dieu. Je dis, ah bon, ben, c'est gentil, mais j'y comprends absolument rien. Et il m'a dit cette phrase qui a été une phrase prophétique. J'en ai pas fait grand-chose tout de suite, mais pour moi, ça a tout de suite ouvert un chemin. Il m'a dit, ne le cherche pas ailleurs qu'en toi. Si tu le cherches, ne le cherche pas ailleurs qu'en toi. Et alors, j'avais les oreilles grandes ouvertes. Il me dit, le royaume de Dieu est en toi. Donc, je suis repartie. Finalement, mon voyage en Inde et mon séjour en Inde, je suis rentrée en France avec ça. Et pour moi, ça a été un sésame qui a ouvert mon chemin. Parce que jusqu'à maintenant, je n'y comprenais rien. Mais à partir du moment où on me dit que c'était en moi, il y avait un espoir, puisqu'en moi, je pouvais trouver quelque chose. Ouais. Ça, j'avais 22 ans. Donc, la route est encore longue. Mais bon, j'avais une piste, on va dire. Est-ce que vous me suivez? C'est clair, Émilie? C'est super clair. Ouais. Donc, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein, si là, en fait, je vous explique tout ça pour vous montrer. De temps en temps. Je vous explique tout ça pour vous montrer comment l'énéagramme va arriver dans ce tableau, dans cette quête. Parce que, voilà, l'énéagramme, c'est une réponse à un questionnement, à une quête, pour que ça fonctionne bien. Enfin, je pense. Alors, attends, Alexandra demande une précision. En quelle année ce prêtre t'a dit que Dieu était en toi? En 90, donc j'avais 22 ans. 1990. Ouais. Et donc, voilà, il s'appelait Father Joe Braganza. C'était un prêtre d'origine, je pense, enfin non, il était vraiment indien, mais je pense qu'il avait étudié aux États-Unis. Donc, il parlait très bien en anglais. Et donc, 22 ans, encore 10 ans d'errance, mais pendant ces 10 ans, à 32 ans, on se marie avec mon mari. Et donc là, on se dit, bon, on se marie à l'église, donc on va commencer un cheminement dans la foi. Parce que pour le coup, on essaie de faire les choses bien chez les Nicolas. Et donc, on s'est dit, allons-y, essayons. Et donc, non, il faut dire aussi, c'est que là aussi, on était à Londres à ce moment-là et on a rencontré un prêtre extraordinaire. Donc, ça aide quand même quand le chemin est illuminé comme ça. Et donc, voilà, mais 10 ans de cheminement spirituel chrétien dans un chemin de foi chrétienne, pour le coup assez exigeant, mais où j'ai appris énormément, parce que j'avais tout à apprendre, je ne connaissais rien. Et pour moi, ça a été... Enfin, je sais que l'Église est en perte de vitesse, mais il y a une richesse. Pour ceux qui sont amoureux de la connaissance de soi et pour découvrir qui ils sont, enfin, franchement, les textes chrétiens, toute la tradition chrétienne, c'est une richesse de textes incroyable. Donc, j'ai dévoré cette connaissance. Franchement, ça m'a nourri intimement, mais je ne trouvais toujours pas la clé. Je ne trouvais toujours pas la clé et je souffrais toujours autant. Et je me souviens de dimanche où je voyais cette lumière qui m'était projetée et qui était vraiment lumineuse parce que ce prêtre, il avait une clarté, je pense que c'était un type 5 et c'était absolument clair et lumineux, mais voilà, mon cœur restait fermé et j'arrivais toujours pas à sortir de ma souffrance, tout simplement. Et je cherchais toujours la clé. Donc, 32 ans, 10 ans après, non, oui, voilà. Et donc, au bout de 10 ans de mariage, 3 enfants, des expatriations, donc là, j'avais 42 ans. Donc, 42 ans, c'est long quand on cherche. Et à ce moment-là, on était aux États-Unis.
et là, j'étais vraiment dans une impasse parce que franchement, le chemin spirituel ne fonctionnait pas. Voilà, le mariage, c'est compliqué, surtout quand on est en expatriation, etc. J'avais arrêté de travailler, je m'occupais à temps plein de mes enfants, etc. Bon, j'étais dans une impasse personnelle et professionnelle. Et donc, j'ai vu passer une petite annonce Ennéagramme. Je me dis, tiens, allons-y. Donc, c'était une présentation qui durait 5 heures, donc c'était très rapide. Et donc là, j'avais 42 ans et ben, finalement, c'est grâce à l'ennéagramme que je me suis pris le coup de massue sur la tête dont j'avais besoin pour me sortir de ma torpeur. Donc, c'est l'expression que j'utilise parce que c'est vraiment ça. Ces 5 premières heures d'ennéagramme, je me suis pris le coup sur la tête dont j'avais besoin. Et c'est quoi ce coup de massue? C'était de me rendre compte, de m'apercevoir, de me réveiller et de me rendre compte que cette souffrance que finalement je cherchais ailleurs qu'en moi, justement, dans mon éducation, chez mes parents, dans mon histoire, etc., la société, bref, mon mari, alors là, c'était le bouc émissaire idéal. Donc, pour moi, forcément, puisque je faisais de mon mieux, ma souffrance la cause était extérieure à moi-même. Et donc là, j'ai compris, le coup de massue que j'ai pris sur la tête, c'était de comprendre que ma souffrance, c'était moi. J'étais responsable entièrement de cette souffrance. Donc, premier coup, premier cadeau de l'énéagramme. Et ça, je pense que si l'énéagramme peut nous rendre un service, il faut passer par là. Il faut passer par cette réalisation que le moi, voilà, le moi est le lieu et la cause de notre souffrance, de notre enfermement, de notre limitation. Donc, je vais expliquer après comment l'énéagramme nous aide à comprendre cela. Mais c'est vraiment un premier point très important. Je parle d'un coup de massue d'envergure. Alors, il ne faut pas croire que c'est douloureux. C'est vraiment une libération. Moi, je l'ai vécu comme une libération. Parce que savoir que tout était en moi et que c'était à cause de moi, ben, ça me donnait quand même une main là-dessus. Ça me donnait comment dire, voilà, j'avais bien compris que je ne pouvais pas changer les autres, je ne pouvais pas changer mon mari. Donc là, je pouvais me changer moi, je pouvais travailler sur moi. Et donc ça, c'était vraiment une belle réalisation et le début d'un chemin aussi. Mais bon, ça n'a pas suffi. Parce qu'on est rentré en Europe, on est retourné à Londres et pendant 18 mois, alors j'avais Wisdom of the Enneagram, puisque c'est le livre qu'on m'avait recommandé et je l'avais potassé, lu dans tous les sens, mais ça ne suffisait pas, je continuais à patiner, j'avais compris que c'était le moi, d'accord, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, je n'avais pas compris le truc encore. Et donc, l'étape suivante, ça a été de retourner aux États-Unis, là pour le coup, à l'Enneagram Institute, parce que je voulais entendre les auteurs de ce fameux livre et je voulais apprendre l'Enneagram d'eux-mêmes pour comprendre, parce que je savais que là, il y avait vraiment le truc qui pouvait m'aider. Et donc, alors, je suis type 9. Et j'étais une noix blanche en tout ce qui était développement. Franchement, à part mes 10 ans de cheminement spirituel, côté psychologique, je n'avais pas fait grand-chose. Donc, j'étais vraiment… imaginez un type 9 dans les niveaux moyens, partir aux États-Unis toute seule pour s'engager dans cette voie, etc. Pour moi, c'était l'Himalaya, je le dis, parce que c'était vraiment ça. Et je me suis fait vraiment violence, mais je savais que c'était capital. Donc, j'y suis allée. Et 2010, 42 ans, donc 20 ans après ma première petite lueur, 20 ans après, j'ai entendu ce qui a tout changé. Donc, la première, 18 mois avant, en 2009, j'ai entendu « Ok, ta souffrance, c'est ton moi ». Et bien là, cette fois-ci, je comprenais enfin que je n'étais pas ce moi, que j'étais autre chose et que ma vraie nature, ce n'était pas ce moi. Donc voilà, ma souffrance, c'est ce moi, mais je ne suis pas ce moi. Je suis bien autre chose et faire l'expérience intime de cela, c'est ce que m'a offert l'énéagramme présenté par Don Rizzo et Russ Hudson. C'est ça qui a changé ma vie, qui a été une renaissance pour moi. Parce qu'enfin, il y avait une lumière, enfin, il y avait un chemin. Et curieusement, ça a accompli cette fameuse prophétie, cette fameuse phrase qui m'a été donnée par le père Joe Braganza en Inde, c'est que oui, le royaume de Dieu est en moi. Voilà. Mais ça donnait, pour la première fois, c'est devenu une réalité
que j'ai vécu intérieurement et dont j'ai fait vraiment intimement l'expérience, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Continuons, on fait une pause. Alors, on peut peut-être demander s'il y a quelques questions. Bon, j'ai encore pas dit grand-chose en fait sur l'énéagramme. Tu nous as expliqué ta quête et ton histoire, non? Comment Oui, mais c'est intéressant parce que ça permet de voir effectivement comment on passe du cognitif, non, et des signes, des synchronicités, non, à vraiment le ressentir en soi, non? Je crois que c'est ça que. Ouais. Et en fait, donc je vais clarifier maintenant. C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que l'énéagramme peut vraiment nous apporter comme connaissance, qu'on soit croyant ou pas, on s'en fiche, c'est pas la question. Le point central, c'est de comprendre la clé de notre condition humaine. Et cette clé, c'est que nous avons accès, pour vivre cette vie magnifique, ce don de la vie, nous avons accès à 2 ressources. La première, c'est une ressource qui nous permet de fonctionner, qui est utile, qui est là par défaut. Bon, voilà, c'est ce que c'est, et on ne peut pas faire sans. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais cette ressource qui est là par défaut, qui nous aide à fonctionner, elle est toujours là, mais elle est très limitée. Et elle ne nous mène pas très loin quand même. Voilà. Et puis, on a une deuxième ressource qui, elle, pour le coup, est infinie, illimitée et qui nous donne à vivre vraiment pleinement au-delà de ce qu'on peut imaginer, ce que c'est que de vivre, donc qui nous offre un accès à la vie pleinement vivante. Et ça, c'est la deuxième ressource. Voilà, nous avons ces 2 ressources. Bon, en clair, si je vais les nommer, la première ressource, c'est l'ego. Voilà, donc comme on dit, on ne peut pas faire sans parce que nous sommes, ça fait partie au cœur de notre condition humaine parce que nous sommes des animaux pensants. Donc forcément, nous pensons le monde autour de nous et nous pensons nous-mêmes. Nous sommes obligés de nous penser nous-mêmes pour exister dans ce monde. Et cette image mentale de nous-mêmes qu'on ne peut pas ne pas se faire pour exister, pour trouver notre voie, pour cheminer, etc., c'est l'ego. Donc, on ne peut pas faire sans l'ego. C'est une image mentale. Alors, le problème, c'est que cette image mentale, on se la construit en fonction d'images qu'on nous renvoie, de perceptions de nous-mêmes, de croyances. Et tout ça, c'est une vision forcément tronquée, forcément limitée, forcément diminuante, forcément fausse. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'ego, c'est le faux moi et que c'est le petit moi, parce que c'est toujours une version tronquée et limitée de nous-mêmes, hein, qui nous limite forcément. Voilà. Et qui dit croyance, image, machin, c'est un truc qu'il faut faire vivre, qu'il faut défendre, qu'il faut promouvoir. Et donc, il y a beaucoup. Et oui, ce qui est important de comprendre, c'est que cet ego repose et est fondé sur une peur. Et une peur et un désir. Voilà. Et qui dit peur et désir, qui dit peur dit désir pour échapper à cette peur. Et donc, cet ego est la source d'une stratégie qu'on met en œuvre pour échapper à cette peur. Voilà ce qu'on peut dire sur l'ego. Donc, cette stratégie, c'est la personnalité. On va voir qu'il y a 9 types de stratégies en fonction des 9 peurs. Et l'autre chose qu'il faut comprendre sur cet ego qui est capital, donc c'est quand même une des 2 ressources qui est au cœur de notre vie, c'est que cet ego, c'est un programme qui tourne en boucle. On n'en a aucune idée avant de faire l'énéagramme, avant de comprendre notre type de personnage. C'est un programme qui tourne en boucle et qui est derrière, qui est vraiment profondément inscrit en nous. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, toutes nos émotions, tout ce qu'on ressent est quelque part lié à ce programme. Donc, qui dit programme dit forcément quelque chose de très limité, hein, par rapport à l'infini de ce que la vie peut nous proposer. Un programme, c'est forcément, même si c'est un programme puissant, c'est un programme très limité. L'autre chose qui est importante de comprendre sur cet ego et qui me tient à cœur aussi, c'est de comprendre que cet ego repose sur il se positionne toujours comme étant la source, l'origine et la destination de lui-même. Donc, il veut être autonome. Voilà. Il est dans un positionnement où il est électron libre, autonome. Donc, fermé à toute ressource extérieure. Moi j'aime dire que quand on est identifié à cet ego, donc dans notre boîte, on est comme dans une boîte. Et je vais même au-delà, je dis que c'est un caisson étanche. Cette boîte, c'est un caisson étanche à toute autre ressource et forcément
à la ressource, à la présence, cette fameuse présence qui est si centrale dans le travail avec l'énéagramme. On est étanche à l'intervention de à la présence, tout simplement. Alors, cette présence, c'est la présence du tout autre en nous. Donc, ce tout autre, parfois on l'appelle Dieu, appelez-le comme vous voulez, c'est le mot qui vous plaît, qui vous arrange en fonction de votre culture et de votre... Mais c'est la présence du tout autre. Et quand on est enfermé dans notre ego, dans cette boîte, ce caisson étanche, on n'a plus accès. Et donc, on n'a plus accès à la grâce de vivre la vie pleine et entière qu'on peut vivre. Donc, voilà pour l'ego. Et là où l'énéagramme va être extrêmement précieux, c'est que ce fonctionnement de notre ego, eh bien, on va le comprendre, il va nous être présenté sur un plateau d'argent et on va comprendre le mécanisme. C'est tout simple, voilà, c'est tout simple, c'est fausse croyance sur nous qui entraîne une peur, ce qu'on appelle la peur première, qui entraîne un désir. À partir du moment où il y a peur, désir, il y a stratégie. Et cette stratégie, il faut savoir qu'elle est toujours perdue d'avance et elle mène au piège de ce qu'on appelle la passion en énéagramme. Et là aussi. Donc, chaque type, peur, retenez peur, désir, stratégie, passion. Voilà. Quand vous avez accès à cette connaissance, eh bien, ça ne va pas vous changer, bien sûr. Ça ne change rien, en fait. Mais avoir accès à cette connaissance fait qu'on peut l'observer et se prendre sur le fait quand on voit les traits de ce type de personnalité se manifester au quotidien, voilà, tout simplement. Quand j'accueille mon enfant le matin, quand je suis en relation avec mon mari, avec mes collègues, quand je me prends une tuile sur le nez, comment j'observe ce qui se passe et très souvent, je vois mon type de personnalité se manifester à travers cette peur, à travers cette passion. Est-ce que tu peux nous donner un exemple précis par rapport à toi, par rapport à ton type? Qu'est-ce que serait ta fausse croyance, ta peur, le désir? Est-ce que tu pourrais nous faire, nous illustrer ce cheminement avec des exemples? Oui, tout à fait. Peut-être que il faut, pour bien comprendre, parce que nous, c'est la spécificité de l'approche Rizzo Hudson, c'est qu'on n'expose pas l'ego sans le lier. Donc, ces fameuses deux ressources là. Et peut-être que là, j'ai parlé que de excuse-moi, Émilie, je vais d'abord finir sur cette deuxième ressource. Donc, notre autre ressource, ce n'est pas une image mentale, ce n'est pas une programmation, ce n'est pas une stratégie, c'est tout simplement notre vraie nature, qui nous sommes. C'est ce qu'on appelle le soi, c'est l'être. Voilà. Et là aussi, l'énéagramme nous aide beaucoup parce que, et là, c'est merveilleux. Et ça, je pense que c'est propre à l'approche Rizzo-Hudson, puisque Don Rizzo, c'était un type 4. Et son don à l'humanité, je veux dire, mais au monde énéagramme, ça a été de plonger. Il nomme les 4 les plongeurs en eau profonde de l'âme humaine. Et donc, il a eu ce talent pour plonger profondément et pour définir les 9, ce qu'on appelle les 9, ce que moi j'appelle, pardon, les 9 territoires de l'être, c'est-à-dire eh bien, cet être que nous sommes, ce soi, comment il s'exprime dans notre vie à travers 9 qualités. Et évidemment, 9 qualités, énéagramme, vous voyez le truc. C'est que l'idée aussi au départ, c'est que forcément nous avons ces 9 qualités en nous, puisque cet être est en nous, mais il y en a une qui domine. On peut dire que cette qualité dominante, c'est notre signature, c'est qui nous sommes profondément, c'est notre tempérament. Donc, l'idée, c'est que très, très jeune, enfin, c'est un mystère, on ne sait pas trop, on ne peut pas être affirmatif, mais quand on met un enfant au monde, on sait bien qu'il n'arrive pas en étant une page blanche, c'est déjà une personne, c'est déjà un tempérament, c'est déjà quelqu'un, quoi. Et donc, voilà, ce tempérament, cette qualité dominante, c'est ce qui colore tout notre être, et c'est ce qui fait qu'on est tous différents, parce qu'on est tous une variation unique de cette qualité essentielle, bien sûr, dominante. Mais il ne faut surtout pas s'enfermer, on a les 9 en nous, sinon ça n'a pas de sens. Donc, j'arrive à ta question et l'exemple que je peux donner. Donc, par exemple, moi qui suis type 9, ma qualité essentielle dominante, c'est justement la qualité de présence. Bon, c'est pas un hasard si l'énéagramme a autant matché avec qui je suis, avec ma quête. Donc, la qualité de présence, c'est-à-dire ce que c'est que être. Voilà. Et quand on est dans cette qualité-là, être suffit. Je suis suffit. Je suis
on n'a rien besoin d'ajouter. Voilà, c'est l'expérience de ce que ce je suis suffit. Et forcément, comme il y a une seule présence, un seul être, quand on est là-dedans, tout sens de séparation disparaît. On se sent unis au tout, quoi. On est dans cette harmonie. Le je et le nous fusionnent. Il n'y a plus de séparation. D'accord? Donc, c'est ça la qualité dominante du neuf, c'est je suis à la fois la goutte d'eau et cette goutte d'eau contient l'océan tout entier. Donc, c'est quelque chose de très beau et en général, je précise qu'on a du mal quand on est à sentir notre propre qualité essentielle dominante parce que c'est tellement tout ce qu'on est que c'est souvent les autres qui nous renvoient à cette image-là. Moi, souvent, on me disait qu'est-ce qu'on est quand on est avec toi, enfin, on sent une paix, une stabilité, c'est cool. Enfin, tu dégages une sorte d'harmonie. Donc, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais interpellée parce qu'en même temps, c'est quelque chose qui m'appelait, mais c'était un peu dans mon comment dire, c'était pas arrivé dans ma conscience, quoi. Donc voilà, la qualité essentielle du neuf, c'est ce besoin d'être dans cette présence et finalement, du coup, ce besoin d'harmonie, de sentir cette harmonie. Et donc, la peur qui est liée à cette qualité essentielle, c'est justement la peur de la séparation, c'est-à-dire d'être plus rattaché à ce tout et d'être un petit rien insignifiant, quoi. L'exemple que donne Russ Hudson pour illustrer, enfin, a donné ça et ça m'a... Ça, j'oublierai jamais. Il dit, pour comprendre le cœur du neuf, vous prenez une boule de cristal. Voilà, c'est le cœur du neuf, cette boule de cristal. Après, vous la jetez par terre. Elle se casse en 1000 morceaux. Eh bien, le drame du neuf, c'est une fois qu'il est plus connecté à ce tout, il se retrouve comme un petit rien insignifiant. Ce petit morceau qui est plus rien par terre, quoi. Et donc, c'est ça, le drame, c'est de se sentir, donc, la peur du neuf, c'est de se sentir coupé, de ne plus appartenir à ce tout et de n'être plus rien. Voilà. Donc, c'est la peur de la séparation. Alors, face à cette peur, il y a un désir premier, c'est d'appartenir, de se sentir de nouveau un avec le tout. Et derrière ce désir, il y a une stratégie qui se met en place, c'est que j'ai absolument besoin de cette stabilité intérieure, extérieure, donc je vais minimiser les conflits, je vais ignorer les difficultés, minimiser les problèmes, etc. Je veux garder ma stabilité absolument. Et chemin faisant, si on s'enferme là-dedans, eh bien, on tombe dans la passion du type 9, ce qui est la paresse. Alors, ce n'est pas une paresse à faire, hein, c'est une paresse à être, c'est une paresse à devenir qui on est. Voilà, la fausse croyance du 9 derrière tout ça, c'est ma présence ne compte pas. Et c'est une souffrance terrible, hein. Je pense que les 9 qui sont dans la salle qui m'écoutent, ils le savent très bien. C'est une fausse croyance qui est au cœur de qui nous sommes, tout simplement parce qu'on ne se voit plus cette boule de cristal, on se voit ce petit rien insignifiant. Et donc, voilà, de toute façon, c'est foutu, quoi. On n'arrivera jamais à reconstruire cette harmonie qu'on a perdue, ce tout, voilà, ce monde dans lequel on vit. On ne veut pas vivre dans ce monde-là parce que c'est un monde de chaos, de désordre, de conflits, de séparation, et voilà, c'est trop difficile. Donc, devant toute cette souffrance, cette difficulté, eh bien, on se dit, on oublie d'être. On tombe dans cette paresse, c'est-à-dire, on s'endort à soi-même. C'est un peu ça. Et voilà, c'est très douloureux, hein, ça peut aller très loin. Et donc, l'autre contribution de Don Rizzo-Ross Hudson, donc, que vous trouvez, cette contribution, elle est bien expliquée dans La sagesse de l'énagramme, c'est de nous montrer comment, à partir de cette qualité essentielle magnifique, et donc cette stratégie qui se met en place, comment on va descendre les niveaux de l'être, et comment on va passer de niveau. Alors, quand on est il y a les niveaux élevés, les niveaux moyens, et puis les niveaux bas, et comment cette stratégie va nous faire descendre ces niveaux. Parce que c'est une stratégie perdue d'avance, donc de toute façon, on va les descendre. Enfin non, c'est un peu noir, mais à moins de faire un travail et à moins de prendre conscience, il y a peu de chances qu'on remonte tout seul, quoi. Mais on peut toujours remonter.
Moi, je pense que justement, là, quand j'étais au bout de mes 10 ans, de mes 20 ans, c'est pour ça que je vous ai raconté mon cheminement, c'est que quand j'ai découvert en 2010, donc à 42 ans, l'énéagramme, et donc tout ça, je pense que j'étais vraiment sur la ligne avant de descendre dans les niveaux dégradés, quoi. C'était limite, limite. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être complètement invisible, j'avais perdu complètement tout sens de moi-même, j'avais aucune volonté de ce que je voulais faire et je n'existais plus. J'avais l'impression de ne plus exister. Alors, de l'extérieur, les gens ne voyaient pas ça, mais moi, mon ressenti intérieur, c'est que je m'étais tellement mis en retrait de cette vie, en périphérie de ma vie, que j'avais l'impression de ne plus exister. Et c'est une sensation absolument effroyable, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 9 n'est pas moins loti que les autres, hein. Chaque type de personnalité a sa souffrance, donc sa passion. La vie est égale sur ce plan-là. Et donc, chaque souffrance est vraiment, ces 9 passions, c'est quelque chose, il faut les connaître parce que, d'abord, connaître la sienne, parce que c'est ça qu'on va observer au quotidien, et c'est l'observation de cette passion qui va faire qu'on va pouvoir avancer. Mais c'est bien aussi de comprendre les 8 autres, parce que d'abord, on peut les vivre aussi, hein, occasionnellement, ce n'est pas la passion dominante, mais on peut les vivre aussi, mais surtout parce qu'on peut comprendre ce que vivent nos proches autour de nous, quoi. Et l'énéagramme, franchement, j'ai l'habitude de dire que c'est un ticket compassion à recharge illimitée, parce qu'à partir du moment où on comprend cette souffrance dans laquelle on est chacun, ben voilà, on ne peut plus juger, quoi. On peut que compatir et se serrer les coudes. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des questions? Ça me permet de... Moi, j'en vois pas. Émilie, est-ce que tu en vois? Non, je ne vois pas de questions pour l'instant, mais peut-être, Dorothée, tu peux nous parler des autres. Là, tu nous as expliqué tout le cheminement pour le 9 et peut-être que ça intéresserait que tu nous le dises pour les autres énéatypes. Les qualités essentielles, Alors, on a le temps ou est-ce que ce serait trop long? Quelle heure il est? On a jusqu'à 20h. Je suis perdue. On a jusqu'à 19h30. 19h30, donc encore une petite heure. Mais oui, après, on peut rentrer dans le détail, hein, mais je pense que ce qui est fondamental, oui, parce que je n'ai pas fini, on est parti dans l'exemple, mais je n'ai pas fini. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'on a accès à ces 2 ressources. Ça c'est incontournable, quoi. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas avancer avec l'énéagramme, selon moi. Donc, ou alors, on va tourner en rond, quoi. Il faut comprendre que chaque fois qu'on est dans un mal-être, dans une souffrance, dans une difficulté, c'est certainement pas parce qu'on n'est pas on n'a pas accès à notre soi à ce moment-là. À ce moment-là, on est enfermé dans notre ego. Voilà, l'ego, il faut comprendre ça. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Dis-moi, Émilie, si pour toi c'est clair. Est-ce que ça peut être clair? Pour moi, c'est clair, mais par contre, j'ai vraiment envie de te poser la question depuis tout à l'heure, comment on prend conscience, comment on sent en soi qu'il y a ces deux ressources qui cohabitent? Bonne question. Eh bien, c'est là où vraiment l'énéagramme est précieux. Donc, j'enfonce le clou parce que moi, sans ce part one aux États-Unis, une vie entière n'aurait pas suffi pour découvrir ça. Donc, on ne peut pas prendre conscience avant de connaître. Donc, d'abord, il faut les connaître. Et ensuite, on peut les reconnaître en nous et en faire l'expérience. On n'est pas dans le domaine de la foi, de la croyance, on est dans le domaine de l'expérience. Et donc, peut-être dans l'heure qui vient, je peux vous présenter, vous faire ce tour des 9 territoires de l'être, parce que c'est ça la lumière au bout du tunnel. On peut décrire le fonctionnement de l'ego. Enfin, de toute façon, quand vous faites vos stages d'énéagramme, vous l'avez tout ça. Hein. Toutes les écoles, enfin, j'imagine toutes les écoles expliquent bien ce que c'est, comment fonctionne chaque type de personnalité, etc., son fonctionnement. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que si on ne parle pas, si on montre la boîte dans laquelle on est, et tous les recoins de cette boîte sans dire ce qu'il y a hors de la boîte, bah, comment sortir de cette boîte, quoi. C'est ça le truc. Et il faut être très vigilant. Bon, encore une fois,
On n'enseigne pas l'énéagramme en entreprise comme on l'enseignerait à des jeunes ou en prison, parce que c'est enseigné en prison maintenant, ou comme on l'enseigne à des adultes, etc. Donc, chaque public a une finalité et ça dépend ce que chacun cherche. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des présentations de l'énéagramme mais ça dépend de ce qu'on veut, quoi. Alors, pourquoi je dis ça mince. Je me suis perdue 2 secondes, Dorothée, parce que le chat avait été désactivé malencontreusement. Donc, d'avance, désolée pour vous, les participants qui n'avaient pas pu poser vos questions. Est-ce que tu veux, Dorothée, qu'on les prenne maintenant, certaines questions, et Oui. qu'on fasse une petite interaction avec les participants? Mais, ça te va ou tu préfères reprendre ton fil? Je voulais dire, j'étais en train de dire un truc, je ne sais plus. Oui, cette lumière au bout du tunnel. Voilà. Il y a une image qui me parle beaucoup, c'est l'image de la chenille. Il faut faire attention quand on s'engage dans un chemin de développement personnel. C'est qu'il y a plein d'outils magnifiques, etc., qui vont nous aider à muscler nos petites pattes de chenille, à lustrer notre poil et à nous rendre plus aimables et plus communicants et plus extraordinaires en tant que chenille. Mais le but de la vie, c'est pas de s'identifier, de rester cette chenille. Le but de la vie, c'est de faire un et de devenir papillon, quoi. Et le problème donc c'est aussi le risque de l'énéagramme qui ne montrerait que cette boîte, que cet ego, et qui ne montrerait pas le reste. C'est-à-dire notre nature d'être, c'est ça la clé. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai pris mon coup de massue sur la tête, j'ai pris la boîte dans la tête, c'est vrai que j'ai été estomaquée, mais ça ne m'a pas aidé à avancer. Et j'ai lu La sagesse de l'énéagramme en anglais, ça ne m'a pas aidé à avancer parce que je n'avais pas compris. Et donc, et j'insiste là-dessus, ce qui finalement a changé ma vie, parce que franchement, il y a un avant et un après, clairement pour moi. Ça ne veut pas dire que ça a été le début de mon vrai cheminement, parce qu'après, faut s'observer. Hein, je suis pas sortie. Enfin bon, je suis toujours sur ce chemin. Mais ce qui a changé ma vie, c'est de me désidentifier de ce moi et de savoir que j'étais pas ce moi. Donc ça, on peut le comprendre et le vivre. Une fois qu'on sait ça, après, chaque fois qu'on sort de ce moi, qu'on se désidentifie, qu'on est dans cette présence à nous-mêmes et à ce qui nous sommes, on se rend compte qu'on a accès à une palette d'êtres qui est infiniment riche. Et vous la connaissez par cœur parce que vous la vivez. On est, depuis qu'on est né, on est. On ne peut pas ne pas être. Donc, dans ce package, il y a les 9 qualités de l'être. On ne peut pas être autre chose et autrement. Mais on n'en a pas conscience, quoi. Et se sentir pleinement vivant, vivre pleinement cette vie, c'est goûter et voir ces qualités qui nous sauvent la vie à chaque fois, quoi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on n'est plus enfermé dans notre boîte et qu'on vole, quoi, eh bien, en fonction de ce que la vie nous demande, on a accès à ces qualités d'être en fonction. Voilà, quand je suis avec un tout petit enfant, eh bien, je vais accéder à ma qualité du 2. Quand je suis, aujourd'hui, là, maintenant, en ce moment, eh bien, je suis obligée de mettre en œuvre ma qualité du 3, qui est de prendre confiance et de montrer cette voix et cette lumière que j'ai en moi, que je veux absolument montrer, diffuser, parce que je ne veux pas la garder pour moi. Donc ça, c'est le 3. Après, si je suis dans une période, si je suis dans un moment compliqué, la qualité du 6 va être fantastique parce que ça va me permettre d'avoir un temps d'avance, d'anticiper, de voir les problèmes. Quand je suis devant un challenge, ça pour le 9, ça a été découvrir la qualité du 8, ça a été quelque chose. Parce que le 9, quand il se retrouve devant une difficulté, un challenge, il fait un pas en arrière et en retrait. Et donc, goûter cette force essentielle qui est en nous et que cette force nous fait bouger des montagnes, ça, c'est une expérience incroyable. Voilà. Etc., etc. Donc, c'est tout simple. C'est vraiment simple. Il n'y a pas à chercher à midi à 14h. L'énéagramme, finalement, c'est simple. Quand je comprends le fonctionnement de mon ego, que je vois quand je m'identifie à lui et comment je m'enferme dans ce mécanisme, à ce moment-là, je sors de ma boîte, ce que j'appelle la boîte, je sors de ma boîte et à ce moment-là, je vole parce que j'ai accès à toutes les dimensions de l'être. Voilà, maintenant, je peux prendre les questions s'il y en a. Alors, ouais. Vas-y, Nathalie. Ben, j'en vois pas pour l'instant. Ou alors, j'ai peut-être pas les bons paramètres. Alors, moi, j'ai Stéphanie qui dit que en tant que 9, elle a été très touchée par l'image de la boule de cristal
qu'elle a renvoyé à sa blessure originale. Et du coup, elle voit des similitudes entre la blessure de souffrance du 9 et celle du 4. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les similitudes entre le 9 et le 4, entre la souffrance du 9 et du 4, ou la blessure du 9 et du 4? Alors, c'est différent. Le 4, c'est dans le secteur émotionnel et le 9, hein, on est dans les tripes. Donc, le besoin fondamental, il n'est pas le même. Le besoin du 9, c'est ce besoin d'autonomie qui, chez le 9, se manifeste par un besoin d'être tranquille dans ma paix et dans mon harmonie. Donc, ce besoin d'autonomie. Et chez le 4, le besoin fondamental, c'est un besoin d'attention. La grande question du 4, c'est qui suis-je? Quelle est ma valeur? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que je vaux, enfin, ça c'est la problématique centrale aussi pour le 2, 3 et 4, est-ce que je vaux d'être aimé? Et donc, il y a ce besoin, ce cri du 4 de se sentir différent, parce que si on n'est pas différent, alors on n'existe pas. Et si on est, comment allons-nous être aimés si nous ne sommes pas différents? Et puis moi, comment je peux m'aimer si je ne me sens pas différent et unique? Bon, c'est un truc de dingue parce qu'on est tous uniques. Mais voilà, c'est la fausse croyance au départ du 4. Et donc, la souffrance du 4, ça va être dans ce schéma, dans ce mécanisme de toujours se comparer aux autres et d'être dans cette comparaison, d'être toujours en comparaison négative. C'est-à-dire, les autres ont toujours quelque chose qui est mieux que moi. My life sucks, comme on dit en anglais. C'est qu'il y a un truc foireux chez moi et que les autres n'ont pas. Et moi, j'ai pas de bol, j'ai ce truc foireux. Et donc c'est pas ce dénigrement, mais ce sentiment intérieur que there's something wrong with me. Je suis désolée, c'est l'anglais qui me vient parce que moi, je l'ai appris dans cette langue-là. Le 4, son drap, c'est there's something wrong with me. Et donc, bon, voilà, après, il y a toute la stratégie qui se met en place derrière à cause de ça. Mais voilà, donc c'est assez différent. Le 9, c'est ce cœur explosé en 1000 morceaux. Et le 4, c'est un cœur frappé de chagrin qui saigne. Voilà, c'est ça l'image que Russ donne. C'est que il ne comprend pas. Le 4, c'est un mystique en puissance. Il est dans cette quête du je suis, de quel est le sens profond de ma vie, etc. Et donc, c'est quelque chose de très important pour lui. Et il a l'impression qu'autour de lui, tout le monde s'en fout, qu'il est le seul à se poser ces questions-là. Et donc, c'est une souffrance terrible. Et il dit, moi, je gis par terre, j'ai le cœur saignant de cette souffrance. Personne ne le voit, personne ne me comprend. Personne ne me comprend. Et voilà. Donc, c'est un peu ça, la blessure du 4. C'est rapide, hein, mais bon. Non, c'est très chouette ces phrases de Risso que tu es en train de partager. Est-ce que tu peux nous en partager sur les autres énéatypes, sur cette oui. du cœur? La souffrance du 8, c'est... ou alors je fais le tour des qualités essentielles. Comme je pense que c'est plus important peut-être de faire le tour des qualités essentielles. Mais là, il faut que j'accède à un fichier parce que ça m'aidera à être synthétique et à aller un peu plus loin. Tu peux partager aussi, si tu veux, ton écran et si tu as des choses, des slides à partager. Je vais partager un truc que j'aime bien et qui, c'est pas les qualités essentielles en elles-mêmes, mais ça donne un petit peu, c'est très concret. Donc, je vais vous partager ça. Comment je fais? Je vais sur le truc. Partage d'écran. Partage d'écran. Et ça va illustrer ce qu'on va faire rapidement. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais. Bon, et puis moi, je vais trouver mon petit fichier qui va m'aider. Bon, moi, ce tour des qualités de l'être, je commence toujours par ça. Hein. Mon plan d'étude d'un type énéagramme, c'est que je commence toujours par la qualité essentielle. Je montre comment cette qualité essentielle se manifeste dans notre vie à travers ce qu'on appelle les traits élevés de notre type, les qualités élevées. Et à partir de là, bon, voilà, donc ça, c'est très, très accessible et on le reconnaît chez soi, chez les autres, etc. Et après, je montre la version pilote automatique de cette qui suit la perte de contact avec cette qualité essentielle.
cette boîte, elle se met en place, cet ego, il s'active à chaque fois qu'on n'est pas en contact avec l'être, qu'on n'est pas dans l'être, justement. Hein. Alors, donc, on commence toujours par le point 8. Donc, voilà, vous avez la carte de ces 9 territoires. Et j'aime bien me dire que donc, on se promène dans ces territoires, et c'est pour ça que je parle du point. Au point 8, je fais ça, au point 9, je fais ça. Et effectivement, on a ces 9 territoires en nous et on se balade librement dans ces territoires dès que nous ne sommes plus dans notre boîte d'ego. Donc, on commence, donc on divise en 3, enfin, bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'énéagramme, donc on commence par 3 qualités qui sont liées à notre centre instinctif, et puis après, c'est le 8, 9, 1, et après, on va voir le 2, 3, 4 lié à notre cœur, à notre centre émotionnel, et après 5, 6, 7, donc lié à notre mental. Et donc, je commence par la qualité du 8. Donc là, je vous ai mis au point 8, je peux bouger des montagnes. Donc, la qualité essentielle du 8, c'est ce qu'on appelle la force essentielle. Alors, cette force n'a rien à voir avec la force musculaire, la santé, l'âge, etc. Hein. Vous pouvez être sans mouvement sur un lit d'hôpital et sentir cette force en vous, parce que c'est une force de vie qui prend sa source dans nos instincts de vie. Et ces instincts, c'est l'intelligence de la vie en nous. Donc, c'est la vie qui prend soin d'elle-même. Et c'est cette force essentielle, c'est vraiment derrière tout ce qu'on fait. C'est la force qui fait que l'on respire, que l'on se lève le matin, qui fait qu'on a l'énergie pour faire chaque jour ce qui doit être fait. Donc voilà, pour faire ce que la vie nous demande. Et parfois, la vie, elle demande beaucoup. Et plus la vie, elle nous demande, plus si on est connecté à notre qualité, à notre être, plus cette force, elle va nous aider, elle va se manifester. Voilà, et elle vient toujours pour nous aider à surmonter ce qui est difficile, ce qui paraît difficile, voire impossible. Voilà, c'est à cette source-là qu'on va aller puiser. Donc, cette force, elle nous invite à nous dépasser toujours et aller jusqu'au bout, quelle que soit la difficulté. C'est une énergie qui fait bouger les montagnes. Hein. Et moi, quand je la sens, je suis neuve, donc je suis instinctive. C'est vraiment quand elle surgit en moi, c'est comme une rage de vivre. C'est une force qu'on ne peut pas contrôler. Elle est là. Et elle est là pour nous aider à défier toutes les petites morts, tous les obstacles qui se mettent en travers de notre chemin. Donc, c'est magnifique, la force du 8. Cette qualité essentielle, c'est magnifique. Donc, on l'a tous, hein, on a tous accès à cette force-là, mais pour le 8, c'est capital, c'est essentiel. Et justement, la souffrance du 8, ça va être de ne plus sentir cette force, et il se sent comme un cœur. Alors là, pour le coup, l'expression, ça va être le cœur mourant, quoi. Il a l'impression que la vie se vit autour de lui et en lui. Et donc, la stratégie d'ego qui va être en place, c'est il va vouloir, avec une pompe, remettre de la vie dans la vie, quoi, hein, absolument. Donc, il va forcer les choses, il va tout faire en excès. Et ça mène à la passion d'excès et de luxure. Bon, je vous le fais vite, mais c'est ça le chemin. Quand on n'est pas dans cette force essentielle, quand on n'est pas connecté et qu'on est un 8, on va comment dire, l'ego va donner sa propre version de cette force, va essayer de la copier. Et en général, c'est pas Jojo, quoi. Parce qu'autant elle est juste quand on est connecté, autant quand... voilà, c'est une question de justesse toujours. Hein. Toutes les qualités, c'est une question de justesse. Dès que la force n'est plus juste, elle est dévastatrice, elle est destructrice. Alors, je passe au 9, la qualité de présence. Alors, vous notez que le 9, il est en haut du cercle, hein, en haut du triangle. Et pourquoi? Parce que, justement, on dit que le 9, c'est l'alpha et l'oméga des qualités de l'être. C'est celle qui, sans la qualité du 9, aucune des autres qualités n'est possible, puisque la qualité du 9, c'est la qualité de présence. Bon, j'en ai parlé, qualité de présence. Qu'est-ce que c'est que cette qualité de présence? C'est tout simplement être conscient d'être, et que cette expérience d'être nous suffit. Donc voilà, je suis, et ce que je suis suffit. Je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et ça, faire cette expérience, c'est absolument incroyable. Et donc, quand on est dans cette qualité essentielle, eh bien, on se sent effectivement unique, on se sent à la présence, on se sent uni à la présence qui est en tout. Et donc, ce que je disais, c'est que le sentiment de séparation disparaît. Je suis une partie du tout. Qu'est-ce que j'ai mis? Je suis à la fois la goutte d'eau et l'océan, oui, c'est ça.
Et bien, au quotidien, comment ça se manifeste, comment ça va se manifester, c'est qu'on voit l'harmonie au-delà du conflit, on voit l'unité au-delà des paradoxes, on a une vision holistique des choses. Et pour nous, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de contradiction, il y a des différences qui sont des points de vue différents au sein d'une unité. Pour nous, c'est facile de réconcilier enfin, c'est facile. Moi, le paradoxe de notre condition humaine, j'ai mis 40 ans à le résoudre, mais en fait, voilà, c'est ça, c'est recréer l'unité. On a besoin de recréer l'unité tout le temps. Voilà pour le 9. Le 1, la qualité essentielle du 1, c'est ce qu'on appelle la bonté fondamentale. C'est un peu moins facile, c'est un peu moins explicite. La bonté fondamentale, en anglais on dit goodness. Et donc je pense, moi je le comprends comme l'instinct du bon et du bien, et c'est quelque chose qui vient pas de là, c'est quelque chose qui vient des tripes, instinctivement. Et ça c'est un don de l'être, hein, qu'il faut comprendre, c'est qu'on est avec ça instinctivement. Même un enfant, il sait naturellement ce qui est bon, et on a la capacité en nous de sentir instinctivement ce qui va nous tirer vers le haut, ce qui va nous tirer vers le bas. Voilà. Et donc c'est ça, cette bonté fondamentale, c'est une lumière qui va nous guider, c'est un repère précieux, et notamment quand on a des choix à faire. Autrement dit, avec cette qualité-là, on est capable de discerner ce qu'on appelle le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire la partie pure, juste, et la partie moins pure et moins accomplie, entre guillemets, et donc de vouloir protéger cette partie pure qui mérite d'être aimée, d'être protégée, d'être développée, etc. Donc, on veut contribuer à l'intelligence qu'il y a derrière ça. On veut contribuer, quand on est dans cette qualité-là, on veut contribuer du mieux que nous pouvons, même si on ne comprend pas tout, mais on sait que derrière les choses, il y a une intelligence, il y a un ordre. Voilà, il y a quelque chose qui nous appelle à nous aligner sur cet ordre qui existe. On le sent. Voilà, c'est un peu la colonne vertébrale qui nous fait tenir debout et droit et qui nous élève toujours. Et je pense que très concrètement au quotidien, cette qualité nous aide à résister aux tentations et aux pentes glissantes, parce qu'à tout moment, on a toujours des choix tout le temps à faire. Et voilà, qu'est-ce qui nous élève, qu'est-ce qui nous fait tomber. Et puis aussi, je comprends cette qualité comme la lumière voilà, quand on est dans une situation difficile, compliquée, eh bien, c'est la qualité d'être qui nous aide à relever la tête et à la garder haute, même quand tout semble un peu compromis. C'est la lumière qui nous guide, voilà, qui nous inspire. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Je me sens reliée à quelque chose de plus élevé que moi. Voilà pour le 1. Pour le 2, donc le 2, c'est le lien du cœur. Donc là, oui, on quitte les qualités du centre instinctif et nous voilà maintenant dans le centre émotionnel, le centre du cœur. Et donc, ce qu'il faut, je vais faire une petite intro sur le cœur. Le cœur, c'est le siège de nos émotions. Et les émotions, c'est très, très précieux. C'est une information très précieuse. C'est pour ça que c'est important de se connecter à ces émotions, de les connaître et de les reconnaître. C'est qu'elles nous disent ce que nous aimons et ce que nous aimons et que nous aimons moins. Et donc, elles nous guident vers notre identité propre, vers notre vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour nous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Et ça, c'est les émotions. Voilà, pareil, c'est quelque chose qu'on ressent. Et on ressent tous les choses différemment parce que les choses n'ont pas pour nous tous la même valeur, etc. Donc, on a une perception unique de ces émotions. Et donc, on va dire, je crois que c'est Russ qui cite ça pour expliquer le cœur. Il dit que le cœur, c'est la langue de l'âme. Et de la même manière que la langue, c'est fait pour nous aider à goûter le salé, le sucré, ça nous aide à trouver le goût. Et bien pareil, le cœur, ça nous aide à trouver le goût de la vie, à donner de la valeur, à apprécier. Et c'est extrêmement important parce que ça nous permet de nous apprécier nous-mêmes, de trouver la valeur de qui nous sommes. Et si on est connecté à cette valeur en nous, alors on va pouvoir la reconnaître chez les autres. On va pouvoir se connecter. Si je suis connectée à mon cœur, à ma valeur, alors je peux me connecter au cœur de l'autre, à la valeur de l'autre, et je peux établir un lien, et je peux être en lien. Donc, c'est absolument essentiel.
Voilà. Et cette qualité de présence à l'autre, ben, finalement, c'est celle de l'existence. C'est ce qui va décupler notre énergie, notre force, nos idées, notre créativité. Ouais, je pense qu'un cœur connecté qui aime est un cœur pleinement vivant. Enfin, là, on est vraiment au cœur de ce que c'est que vivre. J'aime bien dire qu'avec la qualité de 8, on a la force de vivre. Et avec la qualité du 2, cette force de vivre trouve son sens. Elle est décuplée. Et quelque part, il n'y a que cette force, cette qualité du 2, donc cet amour inconditionnel, ce qu'on appelle l'agapé. Il n'y a que cet amour-là qui peut être plus fort que notre instinct de vie. Parce qu'on est capable de donner... l'homme est capable de donner sa vie pour celui qu'il aime. Donc, de passer au-dessus de cet instinct de survie qui, normalement, est hyper puissant. Donc, voilà, la qualité du 2, c'est quelque chose de très, très fort. Quand on dit qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour, ce n'est pas une blague. Ça peut être même plus fort que la force essentielle. Alors, le 3, Émilie, le 3. Pareil, la qualité du 3, enfin le 3 c'est sur le triangle, donc c'est vraiment c'est le centre de la triade émotionnelle, mais c'est comme le 9, c'est une qualité fondamentale. Voilà, le 9, 3, 6. Hein. Et donc c'est tellement fondamental que c'est très difficile à reconnaître et à voir et à percevoir, comme la présence pour le 9. Pour le 3, cette qualité essentielle du 3, c'est la valeur essentielle, cette qualité de valeur. Voilà. Quand je suis connectée à cette qualité de valeur, ça me permet de goûter le caractère infiniment précieux de l'existence. Donc, quelque part, ouais. Non, mais je viens de prendre conscience que quand toute petite, je m'émerveillais sur la vie, quelque part, bah oui, je suis liée au 3, moi aussi. Hein. Voilà. Goûter le caractère infiniment précieux de l'existence, le miracle de la vie en général et de notre vie en particulier. En anglais, on parle de the glory of being. C'est le 3, il est en contact avec cette gloire, voilà, ce truc complètement dingue et précieux. Et c'est vrai qu'avec cette qualité, nous sommes capables d'accueillir et de connaître la valeur de notre vie particulière, de qui nous sommes. Et donc, avec cette qualité, notre existence est justifiée. Et la question, est-ce que je vaux quelque chose, ne se pose plus. C'est pour ça que chez le 3, quand il est connecté à son essence d'être, il sent sa valeur. Et cette valeur, c'est une lumière qui brille à l'intérieur. Et voilà, quand on a cette lumière qui nous chauffe le cœur de l'intérieur, on veut le répondre. C'est quelque part, c'est ce que j'appelle notre valeur ajoutée à la vie. On ne peut pas ne pas contribuer à cette gloire et à ce côté infiniment précieux de l'existence sans y ajouter cette contribution de notre propre valeur. Voilà. On veut contribuer à la valeur. Et voilà, quand j'ai vu la façon dont tu mettais en œuvre voilà, ce sommet, voilà, tu as senti en toi cette inspiration et tu es accru à fond et tu es allé jusqu'au bout malgré les difficultés. Je sais que c'est super lourdingue à organiser un truc pareil. Et donc, pour moi, c'est une très belle illustration de cette qualité essentielle de j'ai quelque chose à ajouter, j'ai une valeur, je peux contribuer. Voilà, je peux contribuer au monde de l'énéagramme de cette façon-là et je vais le faire. Voilà, donc ça, c'est une qualité du 3. Merci. C'est clair ou pas? Ça va? Oui, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, il est 19h05, on a encore du temps, on a jusqu'à 19h30. Est-ce que dans ton timing, ça va, Dorothée? Ouais, bah là, j'avance bien, là, puisqu'on a déjà fait on a fait la moitié du tour des territoires de l'être. Moi, ça m'émeut toujours de faire ce tour parce que c'est vraiment, enfin voilà, ça permet de mettre des mots sur ce que c'est que vivre, ce que c'est qu'être. Et c'est quelque part, c'est un peu sacré, quoi. On ne se balade pas sur ces territoires sans quelque part rendre grâce, parce que prendre conscience qu'on a toutes ces qualités en nous, c'est quelque chose de très fort, quoi. Comment ne pas ensuite faire l'effort qu'il faut, l'effort de présence qu'il faut pour sortir de notre boîte. Voilà. Et moi, oui, puisqu'on fait une petite pause, je peux en profiter pour dire que ce que j'ai vécu
ce que j'ai vécu à l'Enneagram Institute, c'est effectivement qu'on me mette devant le visage, et bon, il n'y a pas de meilleur prof que Ross Hudson et Don Rizzo pour ça, quoi. Qu'on me mette ce visage du royaume, entre guillemets, mais de mon être. Et puis aussi qu'on me montre, alors je vais vous montrer cette fameuse gradation là, des territoires de l'être. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre formation, là, dès le part 1, on nous fait descendre ces 9 étages, et c'est une descente aux enfers, parce qu'on le vit 9 fois, quoi. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a transformée, moi. C'est de vivre cette tragédie humaine, parce que je vous promets que voilà, ils enseignent ça avec force détail, et ils ont l'humilité aussi de témoigner qu'ils ont côtoyé les niveaux très bas. Donc, et donc, c'est sûrement pour ça qu'ils peuvent en parler si bien et qu'ils ont pu faire cette présentation, quoi. Rizzo, il n'a pas toujours, enfin, c'est un type 4, donc voilà. Et Russ aussi, enfin, ils ont eu leur parcours de vie, mais toujours est-il qu'ils témoignent de chaque niveau. Et ils ont eu ce talent, et enfin, voilà, c'est un travail monstrueux de décrire chacun de ces niveaux. Et je vous promets que quand on les vit, alors dans le premier stage, on les vit intellectuellement, ils nous sont décrits et expliqués. C'est vraiment une descente aux enfers, et quand on se trouve en bas, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a mal donne. Et ils ont cette phrase, à chaque fois qu'on finit le niveau 9, ils nous disent, It doesn't have to be that way. Ça veut dire, c'était pas censé se passer comme ça, c'est pas ça, quoi. La vie, c'est pas ça. Et donc, il faut juste, et à ce moment-là, on remontait au niveau 1. Et voilà, et donc passer une semaine à vivre cette tragédie-là, je peux vous dire que les qualités de l'être, vous vous y accrochez, quoi. C'est vraiment une lumière. Et on se dit, c'est pas possible, hein. J'ai le don de la vie, j'ai le don de cet être en moi, mais je peux pas ne pas, je ne peux pas ne pas honorer ça. Voilà. C'est trop, voilà, je ne peux pas ne pas. Tu dis que vous le vivez au début d'une manière intellectuelle, après vous le vivez d'une manière corporelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment au stage 2, ils font appel à Andrea Isaac qui a créé le parcours Enneagram Motion. Et voilà, et après, pendant une semaine, on va mimer pareil, les niveaux élevés, moyens, bas de chaque type, pas seulement de notre type, de chaque type. Franchement, moi, je suis un peu une intello, j'aime bien, j'ai trouvé ça très pénible aussi. Enfin, au début, je trouvais, c'est que je disais, c'est quoi cette joke, quoi, pourquoi faire ça, etc. Et en fait, quand j'ai mimé les niveaux bas du 9 et ensuite les niveaux élevés du 9, j'ai senti quelque chose qui se redressait dans mon dos, comme s'il y avait un muscle que je n'avais jamais utilisé. J'ai toujours eu une posture un peu... et là, à ce moment-là, j'ai senti un muscle que je n'avais jamais senti, et voilà, je me suis alignée. Donc, c'était une expérience très forte aussi, finalement. Donc, j'ai arrêté de râler. Et voilà, chaque fois que j'y suis allée, j'ai reçu un cadeau, quoi. Et oui, je pourrais parler aussi de l'autre cadeau, enfin, du cadeau fondamental que j'ai reçu, et finalement, c'est peut-être ça, surtout, qui a changé la donne et qui a fait que j'ai vécu cette sorte de renaissance, c'est que vivre en même temps cette tragédie et en même temps goûter les territoires de l'être, eh bien, je pense que j'ai fait une vraie expérience de la présence, ce qu'on appelle la présence. Et c'est difficile à décrire, mais c'est faire l'expérience de l'amour infini, quoi. Voilà, j'ai senti ça. C'est très fugace, mais bon, ça m'a valu de pleurer une journée entière quand même. Donc, je sais que ça a existé. Forcément, ça m'a quand même... voilà, donc encore une fois, c'est une expérience. C'est pas... Après, mon chemin, il n'est pas basé sur des croyances, c'est une expérience. Voilà, c'est une expérience à vivre. Quand tu parles de dépouillement personnel, c'est à ça que tu fais référence? Oui, c'est vrai. Alors, cette descente dans les 9 niveaux? Oui, donc effectivement, pour moi, l'enjeu majeur de l'Ennéagramme, c'est pas de descendre dans les niveaux, non. Le dépouillement personnel, c'est juste de reconnaître que ce moi dans lequel je mets toute ma sécurité et auquel je m'identifie, c'est pas ça ma ressource. Et donc, passer à chaque fois du moi au soi, ça demande une capitulation, un abandon. Ça demande, c'est un chemin de dépouillement, voilà. Parce qu'il faut renoncer à cette image j'avais noté des trucs. À quoi faut-il renoncer?
D'abord, il faut renoncer à toute tout ce qui entretient cette image du moi. Donc, son histoire, son passé, ses blessures. Alors, je suis comme si, parce que j'ai vécu ça, et il m'est arrivé ça, et c'est la faute à machin et à truc. Et puis, si seulement j'avais été. Enfin, bref, vous voyez le truc, quoi. Donc, c'est ça construit, c'est une partie de notre identité, quand même. Donc, renoncer à ça, c'est quand même quelque chose. Mais, comment on renonce à ça? Comment on renonce à ça? Ben voilà, c'est le coup de massue sur la tête que je me suis pris au premier coup, c'est de se dire. Tu as éteint ton micro, Dorothée. Non. On arrive. Ça y est. Ça y est, c'est bon? Ouais. Oui, qu'est-ce que je disais? Donc, ce coup de massue, ce premier, il est essentiel, c'est de comprendre que ce que j'attribue à telle blessure, à tel événement ou telle personne, machin, oui, c'est vrai que ça m'a impacté, etc. Mais la première source de ma souffrance, c'est ma vision du monde, c'est comment je vois le monde, c'est mon moi, quoi. Tout ce que je vis, je le vis à travers ma peur et mon désir, et qui sont là parce que je ne suis pas en contact avec mon être, etc., etc. Là, on revient au départ de mon raisonnement. Et donc, il faut renoncer à ça. Et j'avais préparé une citation de... Ah oui, je l'ai peut-être là. Ouais, mais bon, c'est vrai que là, je peux en parler. C'est une citation de la sagesse de l'énéagramme. C'est au début du chapitre 2, renoncer à notre souffrance. Ça, Gurdjieff a dit quelque chose d'étrange et de paradoxal. La dernière chose à laquelle les êtres humains sont prêts à renoncer est leur souffrance. Est-il possible que cela soit vrai? Et si c'est vrai, comment l'expliquer? Donc, il y a une première explication, c'est que notre souffrance est familière et c'est du connu, donc on préfère toujours le connu à autre chose. Mais la seconde raison est probablement plus importante et ne doit pas être sous-estimée. Une grande part de notre personnalité repose sur notre attachement à notre souffrance, soit à l'ensemble de nos complaintes, tensions, conflits, récriminations, drames, explications, projections, justifications, et à l'énergie que cela fournit. Nous pourrions même dire que c'est la racine même de notre personnalité. Si notre souffrance et tout ce qui l'accompagne disparaissaient, que serions-nous? Point d'interrogation. Et alors, là, après, ça tue. Hein. Si tout allait bien, s'il n'y avait rien qui cloche en nous, nous aurions à affronter la peur d'être seuls face au présent et nous aurions à assumer la responsabilité de qui nous sommes. Voilà, c'est une question de responsabilité aussi. Nous aurions à être prêts à faire des choix et à les mener jusqu'au bout. Il n'y aurait plus de reproches, plus de passé ressassé, plus de spéculation sur le futur. Nous deviendrions simplement un être humain vivant, bravant le vaste mystère de l'existence. En fait, nous deviendrions simplement ce que nous sommes déjà, sauf que désormais, nous le reconnaîtrions pleinement et vivrions de cette vérité. Là, il y a un passé simple qui est peut-être un peu compliqué. Vivrions de cette vérité. Donc, je n'ai pas la page exacte, mais c'est au début du chapitre 2, renoncer à notre souffrance. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse, mais donc ça, c'est un chemin de dépouillement. Et puis, il faut renoncer à la sécurité du moi aussi, parce que oui, cette boîte, elle est tellement familière, c'est notre expérience de la vie. Voilà, on n'imagine pas que la vie, elle peut être autrement que dans ce fonctionnement d'ego. C'est renoncer à la sécurité du moi qui est connue pour l'inconnu imprévisible de l'être. Voilà. Je martèle. Et j'aime bien citer une image qui me parle beaucoup, c'est celle de l'oiseau sur sa branche. Tant que l'oiseau sur la branche, quand il accroche sur sa branche, ben, avec ses petites pattes, il ne va pas très loin. Hein, mais et tant que la branche est là, il n'a pas de raison de déployer ses ailes et de voler. Mais dès que la branche se dérobe, ou quand, par miracle, il décide de quitter cette sécurité de la branche, et bien à ce moment-là, il vole. Et bien c'est ça, faire l'expérience de la sortie de la boîte c'est de voler dans nos territoires, enfin, c'est de déployer nos ailes, quoi, qui sont faites de ces 9 plumes. Tiens, ça, je viens juste d'y penser. Voilà, on a ces 9 plumes, 4 d'un côté, 5 de l'autre, et voilà. Donc, il faut, mais pour que ces ailes se déploient,
il faut absolument… il n'y a aucune raison qu'elle se déploie tant que je suis sur la branche, quoi. C'est une image parlante. On va garder peut-être, Dorothée, un petit peu de temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les mettre sur le chat. Je vais t'en poser une qui a été posée tout à l'heure par Céline, qui demande comment expliquer la vertu par rapport aux qualités essentielles. Alors, on a changé de sujet depuis, mais… Alors, oui, je n'ai pas fini mon tour des qualités essentielles. Peut-être que je le finirai très rapidement à la fin. Oui, on dit que la vertu… c'est évidemment la direction qui nous tire vers le haut. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent, juste pour resituer, on a ces 9 passions qui nous tirent vers le bas et qui sont notre souffrance. Et puis, il y a des vertus. Alors, par contre, ce qu'on dit, nous, c'est que chez Rizzo et Hudson, c'est que la vertu, on ne peut pas la travailler. On peut la connaître et la désirer, mais on dit qu'elle advient. C'est la cerise sur le gâteau. C'est quand, au terme de ce travail que nous faisons, que nous reconnectons nos qualités essentielles, alors à ce moment-là, les vertus adviennent. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Je peux pas d'accord ? Je ne peux pas travailler l'humilité. Si je dis que je suis humble, je ne suis certainement pas humble. Donc, les vertus, c'est une direction. Et ce qui est magnifique, donc on dit qu'un être humain pleinement développé, Ross Hudson était venu à Paris faire un week-end sur les vertus, il avait bien insisté là-dessus, c'est que c'est vraiment le signe d'un long cheminement. Voilà. Quelqu'un qui est capable de vivre selon les vertus, ça veut dire que voilà, le chemin est fait et on est dans les niveaux élevés de notre type et de notre être. Quoi. Mais c'est différent des qualités essentielles. Les qualités essentielles, on n'a rien… Enfin, je veux dire, elles adviennent. Ouais, c'est peut-être ça qui est important de comprendre, c'est que les qualités essentielles, c'est une grâce que l'on reçoit finalement. Hein, parce qu'on ne peut pas on ne peut pas les faire advenir. La seule chose qu'on peut faire, c'est sortir de notre boîte et laisser notre être répondre avec la bonne qualité aux exigences de la vie. Comme je l'ai dit, si je suis face à une montagne devant moi, un challenge, quelque chose qui me paraît impossible, si je suis enfermée dans ma boîte de 9, eh ben, la boîte, le challenge, je pars en courant. Quoi. Par contre, si je suis sortie de ma boîte et que j'ai accès à mes qualités d'être, cette force, elle va se manifester naturellement. Je n'ai rien à faire pour ça. J'ai juste à sortir de ma boîte pour que cette qualité advienne. J'ai juste à quitter la branche pour voler. D'accord ? Et donc à chaque fois, c'est une expérience de grâce. C'est vécu comme une grâce. Si on en est conscient, qu'on voit cette force arriver, eh bien, on accueille ça avec de la gratitude et comme une grâce parce qu'on sait que ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas un truc que je peux faire. Ce n'est pas un truc que mon moi peut produire. Voilà la différence. Et puis, donc, la vertu, c'est le terme d'un travail. On peut terminer sur les qualités essentielles, Dorothée. On retourne sur le tour. Oui, parce qu'il nous reste très peu de temps et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de finir. Oui, donc je retourne sur le tour et on avait fini le 3, le 4. Ben mince, je ne retrouve plus mes… Ah oui. Ouais, je préfère prendre mes notes pour être synthétique, sinon ça me prend du temps à refaire le schmilblick. Alors, la qualité du 4, c'est ce qu'on appelle l'identité. Moi, j'ai un peu du mal avec le terme identité parce que ça ne parle pas forcément beaucoup. C'est l'identité au sens de individuation. Donc, c'est une qualité du cœur qui nous permet d'être touchés de façon intime par le mystère de notre identité propre et de notre origine. Voilà. Donc, les questions, ça touche aux questions. Comment se fait-il que je suis qui je suis? Quelle est la signification de mon existence? Comment vivre de façon à manifester qui je suis, à révéler mon individualité unique? On est tous un peu là-dedans, mais c'est vraiment central dans le territoire du 4. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un mystère, c'est un puissant fond, ces questions-là. Donc, il n'y a pas de réponse définitive. La seule chose que nous pouvons faire, c'est explorer, contempler, vivre ce mystère. Hein. Et donc, c'est cette qualité-là qui fait de nous des plongeurs en eau profonde. Voilà, on va plonger dans l'intimité de ce que c'est que être, on va explorer ce je suis. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'expression de Don Rizzo qui était 4, qui se voyait comme ce plongeur en eau profonde. Et c'est un délice de plonger, de goûter
d'expérimenter et puis de remonter à la surface nos trouvailles et de les révéler au monde, de les exprimer, d'exprimer l'être dans toute sa richesse et sa finesse et sa beauté. Voilà. Donc, en fait, on fait l'expérience que quand nous descendons profondément en nous, eh bien, quand nous faisons l'expérience intime de qui nous sommes, eh bien, nous rencontrons cette unicité, bien sûr, mais aussi l'unicité de tout ce qui est autour de nous, quoi. C'est la qualité de l'être, c'est tout ce qui est unique. Et plus nous sommes donc connectés à ça, plus nous sommes sensibles à la beauté de ce que c'est, de ce que ça représente, quoi. Cette beauté unique en nous, autour de nous, au cœur de tout ce qui est. Et plus on est connecté à ça, plus ce que nous vivons semble avoir du sens, une signification unique. Donc ça, c'est la qualité essentielle du 4. Et ça, c'est un baume pour le cœur. Ces émotions douces et intenses que ça procure, c'est vraiment, on en a besoin de goûter cette beauté, cette unicité, de goûter la beauté de l'être. Ouais. Moi, je pense que les 4 qui nous écoutent, là, c'est des mystiques en puissance, parce qu'ils sont dans cette... ils veulent, en explorant ce « je suis », ils veulent approcher du grand « je suis », du « je suis ». Du « je suis ». J'en profite pour dire au passage, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce passage des Écritures, mais le seul moment où il y a une interview de Dieu dans la Bible, Moïse lui dit mais tu m'envoies cette mission, je vais leur dire quoi, et Dieu répond, tu leur diras que celui qui t'envoie s'appelle je suis. Moi, c'est une phrase qui m'a toujours absolument fascinée. Donc ça, c'est vraiment au tout début, je pense que c'est dans l'Exode, dans les textes de l'Exode. Et voilà, appeler je suis, c'est le nom que Dieu se donne. C'est ridicule de dire ça, mais c'est quand même les Écritures parlent de cette réalité-là. Et donc, à chaque fois que je pose la question de mon « je suis à moi », c'est quelque part, je suis à la recherche de ce « je suis-là ». Voilà. Donc, c'est pour ça que les 4 sont des mystiques en puissance et en devenir. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé, goûté ça, et ben, ils sont en recherche, c'est une recherche éternelle. Donc, alors, la qualité du 5 maintenant. Avec le 5, on entre dans la dernière triade, la triade mentale, et c'est la qualité de clarté. Cette clarté, c'est ce qui permet, c'est ce qui laisse entrer la lumière, la connaissance. D'accord. Donc, cette clarté, cette lumière à laquelle nous avons accès, Ross parle c'est comme une épée qui va trancher et déchirer les voiles de nos croyances et connaissances périmées, tout ce qui est périmé. Enfin, voilà, la conscience, c'est quelque chose qui est en expansion complète. Donc, à chaque fois qu'on accède à une nouvelle conscience, ce qui était avant devient périmé. Donc, voilà, cette clarté, c'est cette qualité qui nous permet d'avancer dans la conscience et dans la connaissance pour nous ouvrir des nouvelles perspectives et nous permettre d'avancer vers la vérité et la connaissance dont nous avons besoin dans le moment que nous vivons. Cette qualité de clarté, elle éclaire toujours le prochain pas que nous avons à faire. Elle montre une direction. Pardon, voilà. Donc, c'est une qualité fondamentale de l'être humain. Ouais, on peut dire, là je cite Rose parce que je trouvais que c'était un bel exemple. Sans cette clarté, on serait encore dans nos cavernes à nous éclairer, à faire un feu avec du silex. Voilà. Russ Hudson, c'est un type 5, donc il en parle bien. Et donc, voilà, cette clarté, elle agit vraiment comme une lampe frontale qui éclaire le chemin sous nos pas au fur et à mesure que nous avançons. Et comment ça marche? Et ben, quand je suis présent, donc ancré dans mes tripes, ancré, grounded en anglais, et puis mon cœur, connecté à mon cœur, eh bien, il y a un silence. Voilà, quand je suis alignée, il y a un silence qui se crée dans ma tête. Et ce silence crée de l'espace, et laisse la clarté entrer. Quand là-haut, vous êtes encombré avec plein de convictions, de croyances, de trucs, d'idées, de machins, de peurs, tout ce que le mental est capable de produire, il n'y a pas de place pour la connaissance, il n'y a pas de place pour... ça ne peut pas. Donc, il faut faire un grand silence, là, vider la pièce, et à ce moment-là, il peut se passer des choses. À ce moment-là, on peut recevoir.
Et le degré ultime de la connaissance, c'est ce dont Einstein témoigne. Je crois que j'ai noté la citation. Voilà. Je pense 99 fois et je ne trouve rien. J'arrête de penser, je nage dans le silence et la vérité s'impose à moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance directe. Boum. Et c'est vrai que les 5, c'est leur spécialité. C'est des génies pour ça. Ils sont très doués pour créer cet espace, créer cette solitude à l'intérieur qui fait qu'ils reçoivent. Dorothée, je te coupe parce qu'il ne nous reste que 4 minutes. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de terminer les qualités essentielles. En 4 minutes, ça m'étonnerait, mais peut-être on peut laisser un peu de temps. Je les cite juste. Le 6, c'est la veille alerte, c'est l'intuition. C'est un peu le 6e sens qui fait qu'on a toujours un temps d'avance et qu'on sait ce qui se passe. Et on a une vision à 360 avec le 6, au point 6. D'accord ? Et donc, on reçoit une information incroyable. Et avec cette perception très, très sensible, très fine, vient un savoir-faire opérationnel. Donc, c'est différent de la connaissance du 5. C'est très opérationnel. Voilà. Et le 7, magnifique, je suis obligée de citer le 7, c'est la qualité qui est qu'on fait l'expérience intime de la liberté, que la liberté est ma nature. Je suis un être libre. Et cette liberté fait que, avec cette liberté, je perçois que chaque moment est une source d'abondance infinie. Les possibilités sont infinies. Rien n'est fini, rien n'est écrit. Tout est toujours nouveau. Et voilà, donc au point 7, la vie est synonyme d'abondance, c'est un cadeau permanent parce que on est dans un mouvement où tout se renouvelle sans cesse. Bon, j'ai fait très vite. Merci Dorothée. Oui, on ne peut pas aller en profondeur sur tous les types, mais je crois que tu as transmis les messages essentiels que tu voulais transmettre sur ce à quoi il faut renoncer, sur nos 2 ressources, non? Si je faisais un résumé. Si vous voulez retenir qu'une seule chose, nous avons accès à ces 2 ressources et de notre décision, de notre travail pour quitter l'une va faire qu'on va avoir accédé à l'autre. Enfin, on ne peut pas commander l'autre, mais on peut faire ce qu'il faut pour qu'elle se manifeste. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Dorothée pour cette intervention très très intéressante. C'est surtout très intéressant par rapport à d'autres visions, comme tu sais, moi je travaille avec les sous-types et donc ces niveaux, les différents niveaux, vraiment je vous recommande la lecture de la sagesse de l'énéagramme. En tout cas, même c'est une connaissance qui vient après. D'abord, il faut vraiment se centrer sur ce qui va changer notre vie. Ouais. Mais bon, voilà. Oui, tout à fait. Il y a vraiment différentes manières d'aborder. C'est vrai que la sagesse de l'énagramme donne vraiment cette description très, très précise des niveaux. Et ça, c'est vraiment un apport très, très intéressant. Non, tu n'es pas d'accord? Non, mais en fait, moi, quand j'enseigne l'énagramme, je ne parle pas des niveaux, parce que on peut s'y perdre. C'est très intéressant intellectuellement, mais il faut comprendre cette descente, quoi. Et après, on n'est pas obligé enfin, voilà. C'est pour former des formateurs qu'on va faire ce chemin-là, mais donc il ne faut pas être obnubilé par le niveau. Il faut comprendre juste qu'il y a une descente et que cette stratégie, si on est identifié à elle, elle nous fait descendre. Donc, c'est un but pédagogique, en fait, ces niveaux. Mais il ne faut pas se dire, oh là là, dans quel niveau je suis? Non, ce n'est pas ça le but. Hein. C'est un but pédagogique. Non, mais ça, tu vois, c'est bien de le dire. Ouais, de comprendre cette dimension, ce qu'on appelle dimension verticale, c'est-à-dire que, voilà, à partir de cette qualité d'être très belle, eh bien, ça va se détériorer si on n'est pas vigilant. Voilà.